Bonjour à toutes et à tous. Cette séance sera consacrée à une problématique de première importance. Quel est le sujet, l'action ou l'intrigue principale dans la recherche du temps perdu? Cette question cruciale me rappelle la réponse d'Édouard, le personnage principal et le double d'André Gide dans Les Faux monnayeurs. Lorsqu'on l'interroge sur le roman qu'il est en train d'écrire, à la question « Et le sujet de ce roman ?» Édouard réplique brusquement « Il n'y en a pas. » Et c'est là ce qu'il y a de plus étonnant peut-être. Mon roman n'a pas de sujet. En effet, à ne lire que du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, ou un autre volume de La Recherche, séparément du reste, et sans avoir connaissance de l'ensemble de l'œuvre, on répondra peut-être de la même manière à la question concernant l'intrigue principale du roman proustien. Bien sûr, de multiples sujets sont abordés dans La Recherche et différentes aventures surviennent le long du roman, notamment l'amour de Swann pour Odette, celui du narrateur pour Albertine, la passion de Charlus pour Morel, celle de Saint-Loup pour Rachel, etc. Les événements les plus marquants se produisent également. Des naissances, des mariages, des suicides, des décès, des ascensions et des dégradations sociales. Mais s'il est vrai que Proust, au contraire d'un Balzac ou d'un Flaubert, ne s'arrête guère à la description de scènes concernant ces événements et ne consacre qu'une ou deux sections de son œuvre aux aventures et passions de chacun de ses personnages, c'est que ce sont là des épisodes secondaires qui ne constituent pas l'action principale de son œuvre. En fait, le véritable sujet de La Recherche, bien que difficile à saisir lors de la lecture des premiers volumes, est invisible pour ceux qui manqueraient de souffle pour aller jusqu'à la fin du roman, est un sujet parfaitement spécifique et précis. Et s'il semble peu net, voire indéchiffrable de prime abord, il constitue la trame qui relie les différentes péripéties et les multiples événements de l'œuvre. Il faut pourtant signaler que le narrateur proustien annonce clairement la matière de cette œuvre après une centaine de pages lors de son séjour à Doncières, en notant, parmi ses réflexions sur la solitude et la fréquentation des hommes, je cite, « Avant que se déclarât la vocation invisible dont cet ouvrage est l'histoire. » Fin de citation. Cette phrase clé nous permet d'affirmer avec conviction que la recherche est l'histoire d'une vocation. Cette vocation, cependant, se heurte à divers obstacles, internes et externes, avant que le passage à l'écriture devienne possible, avant que le narrateur acquiert la certitude qu'il pourra réaliser son aspiration la plus profonde et, en un mot, avant qu'il commence l'élaboration de son gigantesque roman, celui que nous lisons dès le début de Combray. Cependant, les signes précurseurs de la vocation littéraire du héros de La Recherche sont bien nombreux, et ce thème constitue l'un des leitmotifs qui réapparaît à intervalles plus ou moins réguliers tout au long de l'œuvre. D'ailleurs, immédiatement après la première phrase du roman, une allusion assez claire y est faite lorsque le narrateur nous signale ses sensations et ses pensées lors de son demi-sommeil. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière.
Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Ainsi voyons-nous s'opérer une sorte de fusion entre le jeu du narrateur et le sujet des livres qu'il lit. Et cette métonymie montre le désir de Marcel de faire partie d'une œuvre littéraire. Plus loin dans le texte, nous faisons part de ses rêveries de jeunesse, il écrit « Puisque je voulais un jour être écrivain, il était temps de savoir ce que je comptais écrire. » De plus, dès du côté de chez Swann, le premier passage du héros à l'écriture nous est révélé au moment où, à la vue des clochers de Martinville, il est à tel point fasciné qu'il finit par prendre un crayon et du papier et à écrire, malgré les chaos de la voiture dans laquelle il se trouve, un petit morceau poétique. L'allégresse qu'il ressent après cette composition nous est communiquée en ces termes. Quand j'eus fini de l'écrire, je me trouvais si heureux, je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux que, comme si j'avais été moi-même une poule, et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. Enfin, quelques années plus tard, lorsque le Figaro publie son article, le jeune Marcel éprouvera, je cite, « plus de force et de joie triomphante que l'horreur innombrable qui en même temps se montrait rose à toutes les fenêtres. » Toutefois, et malgré cette petite réussite, un long chemin sépare encore notre héros de l'objectif qu'il rêve d'atteindre, car divers obstacles se dressent sans cesse devant lui. Mis à part les réticences du père qui aurait aimé que son fils devienne diplomate, Marcel aura surtout à lutter contre le découragement et le désespoir qui accompagnent depuis toujours son désir d'écrire. Ces sentiments qui le poussent sans cesse au renoncement découlent en réalité de la disproportion qui existe entre l'idée qu'il se fait de ses capacités intellectuelles et son ambition de devenir, je cite, « le premier écrivain de l'époque, l'auteur d'une grande œuvre littéraire, qui comprendrait des vérités abstraites et une signification philosophique infinie. » Or, les réalités qu'il côtoie ne lui paraissent guère dignes d'intérêt, et il épuise les ressources de son esprit à la recherche d'un sujet qu'il ne trouve pas. Dès lors, c'est l'effondrement. Il déplore son manque de talent et de disposition pour les lettres et se croit même atteint d'une maladie cérébrale. Il expérimente alors les pires souffrances qui paralysent son intellect et le font pleurer d'orage. Sur toute la longueur de la recherche, ce même schéma de désir se heurtant à l'impuissance est suivi de découragement et de renoncement se répète sous diverses formes. Et ceci jusqu'à ce que le narrateur, se sentant dans une situation sans issue, et mettant en cause sa volonté, sa sensibilité, son intelligence, abandonne tout espoir. C'est pour ces raisons aussi que le jeune Marcel se préoccupe désormais de briller en arriviste mondain dans les salons qu'il fréquente et va jusqu'à mettre en question la valeur de l'expression artistique, croyant pour un certain temps que l'amour, l'amitié et les plaisirs que peut offrir
la vie pourrait contrebalancer sa résignation. Étant très amoureux d'Albertine, il se dira même « En abandonnant en fait cette ambition, avais-je renoncé à quelque chose de réel? La vie pouvait-elle me consoler de l'art? Y avait-il dans l'art une réalité plus profonde où notre personnalité véritable trouve une expression que ne lui donnent pas les actions de la vie? Aussi les charmes de l'atmosphère féerique du faubourg Saint-Germain, les allégresses et les délections de l'amitié, et surtout les émotions et les béatitudes de l'amour. En un mot, les hommes et leur fréquentation détournent pendant quelques années le narrateur de sa véritable vocation. Mais l'observateur minutieux et l'homme intelligent, sensible et cultivé qu'il est, il se rendra très rapidement compte de la frivolité, de la stérilité et des vanités de la société mondaine où ne règnent que vice, jalousie et hypocrisie. De plus, constatera-t-il plus tard, en entrant dans une réunion mondaine quand on est jeune, on se meurt à soi-même, on devient un homme différent. Quant à l'amour et l'amitié auxquels le jeune héros consacre le plus clair de son temps, il ne lui apporte que désillusions, déceptions, regrets et chagrins. En fait, il arrive à cette constatation que, je cite, « Tout l'effort de l'amitié consiste à nous faire sacrifier la partie seule réelle et incommunicable, autrement que par le moyen de l'art, de nous-mêmes, à un moi superficiel qui ne trouve pas, comme l'autre, de joie en lui-même. » Fin de citation. De même, les tourments de la passion, ses angoisses et ses souffrances, en concentrant l'attention de l'amoureux sur l'unique objet de son désir, le détourne de toute activité spirituelle. Aussi, restant sous le charme de sa bien-aimée, le héros risque de n'être pour toujours qu'un amateur. Swann et Charlus sont aux yeux de Marcel des spécimens d'artistes ratés qui ont sacrifié leur talent et leur intelligence à l'amour et au plaisir puéril. Mais le destin de notre héros est autre. La fuite et la disparition d'Albertine met un point final à ses passions amoureuses, et la mort de son ami le plus proche, ainsi que sa propre maladie incurable, l'éloignent pendant une période indéfinie des tentations du monde. Or, cette solitude forcée se révèle stérile aussi, et jusqu'au 3e chapitre du Temps retrouvé, le lecteur de la recherche pourrait croire que le sujet du livre est une vocation manquée, surtout lorsqu'il lit certaines réflexions du narrateur telles que celle-ci. J'avais maintenant la preuve que je n'étais bon à rien, que la littérature ne pouvait plus me causer aucune joie, soit par ma faute, étant trop peu douée, soit par la sienne, si elle était en effet moins chargée de réalité que je n'avais cru. Fin de citation. Aussi le héros conclut-il à l'inutilité de sa vie et ne voit même pas intérêt à ce qu'elle se prolonge davantage. Toutefois, c'est au fond de cette détresse, au fond de cette lassitude, que le miracle soudain se produit. Ce miracle, cette grâce subite, se manifeste, comme nous l'avons déjà vu, sous forme de 3 réminiscences qui font que le narrateur
parvient à revivre les différentes époques de sa vie. Grâce à ces résurgences du passé, toute inquiétude, tout doute intellectuel, tout découragement se dissipe comme par enchantement. Le passé et le présent se rejoignent et dans leur fusion totale, toute distance temporelle est abolie. Le narrateur parvient alors à appréhender un peu de temps à l'état pur. On éprouve une immense joie, se sent extratemporel et insoucieux des vicissitudes de l'existence et de l'avenir. À partir de ce jour, il se consacre à sa vocation la plus profonde, et l'œuvre littéraire à laquelle il donnera naissance justifie rétrospectivement sa vie, puisque l'existence qu'il a menée nourrit et enrichit son œuvre. Aussi faudrait-il dire que la recherche est l'histoire de la vocation d'un jeune homme qui, après hésitation, découragement et tentation, trouve enfin son salut dans l'art et comprend que l'art seul peut le libérer des désenchantements et des déceptions du monde, de la peur de vivre et de mourir. Par le moyen de l'écriture également, le romancier peut échapper au destin commun des hommes et atteindre une pérennité, voire la postérité. Merci de votre attention et à bientôt.